Mais Vivi, ça m'a donné un peu. Regarde-toi. Ah, donc toi, Abou, t'es comme ça. Donc toi, t'es comme ça. Non, mais là, on doit lui régler son compte tout de suite. Moi, je lui réserve le Double Bear Treat. Double Bear Treat. Tu connais le Double Bear Treat, Abou? Je viens de l'inventer. Non, mais Abou. C'est ce côté qu'il lui faut à Ali. Ces deux côtés-là. Entre les dents, direct. Il va arrêter de jouer au prince de Dakar. Non, mais là, c'est... Non, mais... Non mais franchement le choix de la ceinture c'est tellement humiliant, c'est les enfants qu'on fouette avec la ceinture comme ça là. Le daron il enlève sa ceinture pour leur donner une correction. Non mais on est où là? Non c'était la pire scène de cet épisode là. On va régler nos comptes tout de suite. Moi j'attends pas la saison 2. Attends, c'est pas qu'il y a des gens qui sont ceinture noire ici. Left, right. Là c'est viens. Il se prend pour qui ce mec? Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. À la base cette revue je devais la faire avec Anta, tu sais, pour histoire de clôturer le tout parce que la première revue de la série je l'avais faite avec elle, du coup je voulais faire la dernière avec elle aussi, mais le confinement n'a pas voulu nous laisser vivre notre meilleure vie, on n'a pas pu se voir. Anta devait ramener le gros pilon pour qu'on règle son compte. Je vais quand même essayer de faire une vidéo avec Anta après, on va essayer de faire les meilleurs moments de la première saison de cette série Karma. On verra bien par la suite. Donc cet épisode là qui m'a tellement énervée. Déjà je dois dire que l'épisode m'a semblé un peu rushed, tu vois. J'avais l'impression que tout était accéléré et puis je m'attendais aussi à beaucoup plus de révélations que ça. Mais c'était tout de même un superbe épisode et je vais vous dire pourquoi juste après. Je m'attendais à plus d'éléments chocs et puis j'étais un peu perdue aussi concernant la chronologie. Je savais pas exactement combien de temps ça faisait après l'épisode précédent. Moi j'étais encore en train de digérer la mort de Jeanne, mais pourtant je vois que Boris a eu le courage d'assister au mariage de Maï et Lamine. Donc je me demandais, bon ça fait combien de temps là à peu près? On remarque aussi que Mère Aïda n'a pas mis la même tenue que lorsqu'on l'a arrêté. Et puis je voulais tellement en savoir plus sur Monsieur Sec. Je voulais savoir s'il jouait un rôle important dans la série. Je pensais qu'on allait nous donner un petit sneak peek, un petit aperçu du rôle de Monsieur Sec là dans cette série, mais on n'a rien eu. Et Lamine et Maï ont réussi à se marier, chose que franchement je n'attendais pas tout de suite. Donc franchement c'est le suspense total concernant plein d'éléments là. Franchement j'ai trop hâte que la saison 2 arrive quoi. L'épisode démarre donc avec cette scène de l'avocate de Majib qui est aussi la fameuse grande sœur de Majib. On remarque que c'est une femme de caractère. J'aime beaucoup les femmes aux cheveux courts. C'est un look qui rajoute beaucoup de charisme chez certaines femmes. Ça lui va tellement bien. Elle est tellement jolie et elle ressemble tellement à Mère Aïda. Un casting super réussi comme d'habitude avec cette série Karma. Alors beaucoup pensaient que cette avocate allait peut-être être quelqu'un comme Dalada Lopez ou bien un visage qu'on a l'habitude de voir, un visage choc quoi. J'attendais tellement l'arrivée de cette grande sœur que lorsqu'on nous l'a donné comme ça dès la première scène, je me suis dit ah bon ok ouais ça doit être elle. Enfin il n'y a pas eu cette surprise tant attendue en fait tu vois. Et vu que je n'avais jamais vu cette actrice non plus, j'étais pas aussi surprise que ça, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires si tu la connaissais déjà et ce que tu as pensé de ce choix de la montrer dès les premières scènes quoi. Dis-moi tout dans les commentaires. En tout cas cette avocate elle ne blague pas. J'adore le casting avec cette femme aux cheveux courts qui a la poigne comme ça. C'est vraiment telle mère telle fille. Elle a l'air d'avoir le caractère de sa mère celle-là. T'as vu comment elle s'est jetée sur Ami? Personnellement je trouve qu'elle parlait un peu trop avec les sentiments cette avocate là. Calmos. Surtout que Ami elle est venue sans avocat. Elle voulait soi-disant se défendre toute seule. Oh mais franchement Ami je lui en veux tellement. Comme l'avocate l'a dit, mais l'affaire était jouée d'avance. Déjà parce qu'Ami n'est pas venue avec une avocate et surtout à cause du comportement de Ami qui est clairement indéfendable. Franchement si Ami tenait tellement à garder bébé Anna, il fallait qu'elle commence déjà par prendre un avocat pour au moins essayer. Pour essayer de mettre toutes les chances de son côté au moins. Franchement Ami elle n'a pas try hard là pour moi. Et je lui en veux un peu pour ça. Elle n'est
n'est pas venue en mode agadès, en mode non, personne ne va m'enlever ma fille. Elle était trop en mode défaitiste à mon goût, tu vois. Parlons aussi de ce juge-là. Est-ce que vous l'avez reconnu? Je vous ai posé la question sur Instagram et la plupart n'avaient pas reconnu qui était ce personnage. Eh bien, c'est le réalisateur de ce chef-d'œuvre, les gars. C'est El Hadji Cissoko. C'est lui qui a réalisé Karma et il a aussi été le producteur exécutif de la série Golden. Donc maintenant, vous le connaissez, vous savez qui c'est El Hadji Cissoko. Mettez-vous ça dans la tête, ok? Et on a aussi eu droit à un autre personnage behind the scenes. C'était la créatrice de cette série Karma. Donc Sandre qui a fait une petite apparition à la fin pour nous donner une définition du karma. El Hadji Cissoko et Sandre étaient deux personnages clés dans cet épisode 32. Parlons un peu de Medoun, le mari de Lisa. Oh my god! Non mais lui par contre, il me fait encore plus peur que Abou. Abou, il me fait pas peur, hein. Mais la tête de ce mari là, non, trop bien choisi. T'as vu sa tête de gangster? Non, franchement, le casting est trop génial. Dans cet épisode là, les hommes, c'était vraiment tous des losers, des gros losers, des goujats. J'ai bien aimé voir le mari de Lisa, même si je trouve qu'il est arrivé un peu d'un coup, tu vois. Ce mec, c'est un réel gangster. Il a des femmes dans tous les area codes. Partout où il va, il a des meufs, quoi. Et en plus, il ne veut pas libérer Lisa, mais libère-la, mon frère. Franchement, comment on appelle ça? Tu maries une femme, mais t'es jamais là? Enfin, c'est de la prison, mais pure et simple, ça. Il veut que Lisa lui appartienne, un point, c'est tout. Alors qu'il est jamais là, le mec. Tu veux être un mari, mais t'es pas là pour assumer ton rôle de mari. Est-ce que c'est logique, ça? En tout cas, par contre, franchement, c'est un personnage qui est très menaçant. Il est très agressif, hein. On le voit dans sa manière de parler, c'est son regard, tout y est. Lamine doit clairement surveiller ses arrières, hein. J'espère que Medoun ne lui fera rien de mal parce qu'il est trop menaçant, ce personnage. Ce mec, il serait capable de commettre un crime et repartir à l'étranger, mais ni vu ni connu, quoi. Tellement il mène une double vie. Donc sérieusement, Lamine doit faire très attention, hein. Et franchement, ce mariage, oh, j'étais tellement déçue par ce mariage. Pas par la beauté de l'événement, bien sûr, parce que c'était juste magnifique. Les filles étaient toutes en phase. Et d'ailleurs, la réconciliation de Ndeye Marie et Ami aussi, je l'ai trouvé un peu rushed aussi. Parce que je me suis dit, bon, ça fait combien de temps en fait depuis l'épisode dernier? J'avais un peu de mal avec la chronologie, tu vois. Dis-moi si c'était ton cas aussi dans les commentaires. Donc ce joli mariage Alpoulard, Maï était vraiment magnifique et j'avais tellement de peine pour elle. Lorsque je l'ai vue pleurer, je me suis dit, ah la pauvre, en fait c'était comme si elle pleurait pour deux raisons, quoi. De joie mais aussi de tristesse pour ce qu'elle est sur le point de subir, parce que là c'est un mariage qui est construit sur du mensonge là. Lamine ne lui a toujours pas dit la vérité. Lamine qui a tellement de chance d'avoir une mère comme la sienne, elle a décidé de taire cette histoire et de laisser le mariage entre son fils et Maï se tenir quand même. Pendant cette scène, je me suis dit, est-ce que si c'était Maï qui avait trompé Lamine pendant 3 ans, on aurait vite fait passer l'éponge comme ça et on aurait quand même accepté qu'elle se marie? Lamine a quand même mené une double vie pendant 3 ans, les gars. Franchement, lui et Medoun, là, ils ont quelques points communs, en fin de compte. Je suis trop mal pour Maï parce que, comme on le dit depuis le début, elle mérite mieux. Elle mérite pas un mariage bâti sur le mensonge comme ça. J'aurais tellement voulu que Monsieur Sec débarque et qu'il casse tout là, qu'il vienne interrompre ce mariage, qu'il y ait un scandale là à la fin. Comment je l'attendais, Monsieur Sec, mais il n'a pas show up. J'étais trop déçue. Dommage aussi que le papa de Maï n'était pas présent au mariage de sa fille, hein. Lui qui avait l'air de tellement tenir à sa fille. Mais on va dire que c'était pour éviter le clash aussi, parce que depuis le début, on n'a pas vu la maman et le papa de Maï ensemble. Donc les deux ne doivent pas avoir de bons rapports. Du coup, c'est ce qui explique son absence durant le mariage. Le maraboutage a donc raté sa cible. Je mets raté entre guillemets parce que est-ce qu'il a vraiment raté sa cible, les gars? Non, cette scène faisait tellement peur. Elle était trop bien faite pendant que tout le monde s'amusait. Il y en a d'autres qui manigancent des choses derrière. Comme quoi, ce n'est pas tout le monde qui veut toujours votre bonheur, même le jour le plus heureux de votre vie, hein. Pour essayer de comprendre cette scène, je suis repartie en arrière, hein. Je suis repartie à l'épisode 31 pour réécouter et pour comprendre exactement ce que la tante de Salut avait demandé à ce marabout-là. Et c'est là que je me suis dit, peut-être qu'il n'a pas raté sa cible, les gars. Elle avait demandé que le marabout fasse en sorte que Lamine et Maï ne soient jamais unis
tant qu'elle sera toujours en vie. Elle a aussi demandé que le mariage soit un enfer. Elle a dit qu'il fallait que ce couple s'entretue, mais qu'il fallait protéger Lamine. Donc je me dis qu'en fait, peut-être que les choses se sont passées exactement comme prévu. Ce maraboutage était destiné à Lamine. Le marabout savait exactement que Lamine allait poser sa main sur son père et il a touché la cible en plein dans le mille, les gars. Pendant cette scène du marabout de l'épisode 31, le marabout avait dit « Mais ça, c'est facile, ça !» De toute façon, en plus, leur totem n'est pas compatible. Pour lui, ça avait l'air d'être un travail fastoche. Donc, je pense qu'il ne s'est peut-être pas trompé. D'après la demande de la tata, qui veut que ce mariage soit un enfer, qui veut que les mariés s'entretuent, qui veut qu'il n'y ait pas la paix dans ce mariage. Je me dis qu'en fait, Lamine, c'était la bonne cible parce que c'est lui le marié. Du coup, ils vont s'entretuer entre les deux là, dès qu'ils vont s'installer ensemble, quoi, tu vois. Qu'est-ce que le papa de Lamine aurait pu bien faire pour détruire ce mariage du moment que Lamine et Maï sont sur la même longueur d'onde? Il n'y aurait pas eu de problème, ils auraient tout de même réussi à vivre. Mais là, les gars, c'est Lamine qui a été touchée. Donc, je pense que ce mariage sera un enfer dans le sens où Lamine va faire la misère à Maï. Peut-être qu'ils n'auront pas d'enfants. On a l'habitude avec ces choses-là. Hein. Il y avait même un témoignage où quelqu'un disait que dans les histoires comme ça de caste, beaucoup font du maraboutage pour éviter que le couple ait des enfants. Donc peut-être que ce sera ça. Est-ce que Lamine va commencer à battre Maï aussi? Je me dis que non, parce qu'on a déjà un scénario de violence conjugale, donc on va pas nous en rajouter. Mais en tout cas, ils vont très souvent se disputer et peut-être que Maï sera stérile même. Donc le couple ne va malheureusement pas engendrer d'enfants, les gars, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, je me dis la pauvre Maï, quoi, parce que jusqu'ici, c'est la seule qui a été intègre, mais du début à la fin. C'est la seule qui n'a pas de karma, qui ne mérite pas d'être touchée par le karma. C'est la seule qui n'a jamais rien fait de mal et pourtant le karma l'affecte aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce que le karma peut aussi s'abattre sur des personnes gentilles, intègres? Est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre que le karma, ça n'a pas seulement des conséquences directes sur nous, mais ça peut aussi affecter des personnes qu'on aime? C'est aussi un snowball effect. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Quelqu'un avait dit dans les commentaires de la revue précédente aussi que par rapport au montage de la scène du marabout où on montrait donc Mère Aïda et la tante de Saliou, cette scène nous révélait que les deux femmes étaient liées dans le sens où la fameuse voisine de Saliou, du père de Lamine, serait peut-être Mère Aïda et cette fameuse avocate serait peut-être la fille qu'ils ont eue. Dis-moi ce que tu penses de cette hypothèse. En tout cas, on verra bien dans la saison 2. Je voudrais aussi parler du père de Majib qui a eu une réaction qui m'a quand même un peu déçue. Pas par rapport au conseil qu'il a donné à Majib, mais par rapport à son comportement avec sa femme. Il n'avait pas l'air plus déboussolé que ça par rapport à ce qui vient de se passer avec sa femme, cette femme qu'il aime tant, quoi. J'ai adoré les conseils qu'il a donnés à Majib, hein, mais j'aurais beaucoup aimé savoir ce qu'il pense du crime de sa femme. Et puis je me dis que puisque c'est un père qui est tellement gentil, compréhensif, pourquoi est-ce que Aïda lui a caché la vérité concernant la fille qu'elle a eue? À moins que ce ne soit une histoire qui s'est passée bien avant leur rencontre. Du coup, il faut vraiment qu'on sache qui est le véritable père de cette fille-là. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le père de Lamine? Parlons aussi de Majib. Non mais les gars, je refuse de croire que Majib soit parti avec cette petite. C'est pas possible. Non, non et non. Ça ne lui ressemble pas du tout. Je sais qu'il est hurt en ce moment par rapport à tout ce qui se passe, mais je ne le vois tellement pas faire une chose pareille, arracher cette fille à sa mère. Je veux croire que Majib a changé d'avis à l'aéroport, qu'il est toujours dans l'aéroport et qu'il n'est pas parti. Cette femme a tellement fait penser à Maîtresse d'un homme marié, la première saison, hein. Mais par contre, Marem était vraiment parti. Non, franchement, Majib n'est pas parti, c'est pas possible. Il sait même pas comment s'occuper d'un enfant. Qui va s'occuper de la petite lorsqu'il va reprendre sa vie professionnelle? Elle va tout le temps rester seule à la maison avec une nounou. C'est pas l'idéal pour elle, hein. Elle aura clairement une meilleure vie au Sénégal auprès de sa grand-mère et auprès de celle qu'elle considère comme sa mère. Parce que comme on le sait, la petite ne connaît rien de toute cette histoire, hein. Elle appelle même Majib tonton encore, donc elle ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe là. Rappelons-nous aussi que bébé Anna est l'enfant de quelqu'un qui avait une maladie du sang, qui était drépanocytaire. Donc elle a peut-être hérité de cette maladie et du coup je me dis que c'est peut-être ça qui va la sauver entre guillemets. Elle va peut-être faire un malaise à l'aéroport et Majib sera obligé de la ramener dans un hôpital de toute urgence
à Dakar avant de prendre l'avion. Bébé Anna va peut-être faire une crise dans ce genre. Qu'est-ce que t'en penses? Majib ne peut pas l'emmener. Non, non et non. Majib, I believe in you. Ne nous fais pas ça. J'ai envie de croire que Majib va regarder bébé Anna dans les yeux et se dire que non, je peux pas lui faire ça. Majib, c'est un homme doux. Depuis le début, c'est le trait de caractère qui ressort le plus chez lui. Donc j'ai envie de croire qu'il va se dire non, je peux pas lui faire ça. Et qu'il va faire machine arrière, les gars. En plus, par rapport au scénario, il y a presque plus personne en France. Donc je me dis qu'il faut que tout le monde soit à Dakar pour que ça glisse, quoi, pour que l'histoire continue. Mais bon, on verra bien dans la saison 2. Alors, Abou. Combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Déjà, ce qu'on remarque dans cette maison, c'est qu'il y a beaucoup de rouge. Le rouge, la couleur de la colère. Et puis, on a aussi eu un peu de vert, hein, qui est aussi la couleur de Hulk, de la colère aussi. Donc, franchement, là, c'était clairement une bombe à retardement qui n'allait pas tarder à exploser. On a Safietou 1249 qui nous dit « Abou vient d'atteindre la première place du podium des pires hommes des séries Marodi. Sachant que la première place était détenue depuis de longs mois par Siaka, l'ex de Mamie dans Maîtresse d'un homme marié. Pourtant, nous avons eu de bons challengers tels que Biram, mais Abou les dépasse dans la perversité. » Non mais Abou c'est le champion. Non, franchement, Abou, il a gagné. Et vous savez pourquoi? C'était vraiment une question de mise en scène. C'est une scène qui a été très bien réussie parce qu'on n'a pas eu besoin d'être dans la caricature, en fait. On n'a pas eu besoin de nous montrer Abou en train de frapper Virginie, tu vois. Et c'est ce qui a rendu la scène encore plus intense. Le réalisateur nous a tout simplement laissé utiliser notre imagination pour deviner ce qui se passait dans cette chambre-là. Et c'est ce qui a rendu la scène encore plus atroce, quoi. Parce que tout le monde s'y est vu. Tout le monde a pu s'identifier ou bien penser à quelqu'un qui a déjà subi des violences pareilles, quoi. Parce que dans cette scène, il ne s'agissait pas seulement de Virginie, il s'agissait de toutes les femmes du monde, je te jure. Toutes celles qui ont subi des violences pareilles, toutes celles qui connaissent quelqu'un qui est en train de subir des violences pareilles, toutes celles qui ne veulent pas du tout subir des violences pareilles. Chacun a pu interpréter ce qui s'est passé dans cette chambre à sa manière et c'est ce qui a vraiment fait la force de cette scène, c'est ce qui a rendu cette scène vraiment intense, quoi. En plus, il n'y a pas eu que des coups de ceinture, hein. Il y a aussi eu des coups de poing d'après le visage de Virginie. Et pour quelqu'un qui est mannequin, qui prend des photos, mais une chose pareille peut tout simplement mettre fin à sa carrière. C'est juste un cauchemar ce qui lui arrive à Virginie. On va lire quelques réactions encore par rapport à Abou. On a Bibiche F01 qui dit « Pour la saison 2, Abou verra ses démons déterrés. Sûrement qu'il était marié et l'a tué par accident. On ne sait pas encore, mais il a un lourd passé et apparemment, il n'en a pas tiré de leçon. J'ai tellement envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé de Abou. Et c'est clair, hein, malgré tous les conseils qu'on lui a donnés, ses parents lui ont sûrement parlé. Abou n'en fait qu'à sa tête. Mais c'est quoi ça? Non, mais lui, il faut lui casser les dents. Oh, faut casser ses dents, comme ça, il va arrêter de faire le beau gosse, là. On a Diane Youssou qui dit, c'est le karma de Virginie. Elle l'a épousé par intérêt, pas par amour. Elle a trahi l'homme qui pourrait la protéger au profit de la richesse. Cependant, Abdou mérite sérieusement plus que la ceinture. Je te jure, franchement, Abou, je suis encore en train de réfléchir sur le hot stuff qui pourrait lui tomber dessus à lui. Oh là là. En plus, ce qui m'a énervé encore plus, c'est Virginie lorsqu'elle est revenue le voir en mode chérie, je suis de retour. Je me suis dit, Là, je me suis dit non, c'est mort. Virginie, elle n'est pas prête de sortir de ce cauchemar. C'est toujours comme ça, hein. On se dit toujours non, moi, personne ne lèvera la main sur moi. Moi, je suis pas une esclave, hein. Je suis pas une femme à battre. T'as vu comment elle faisait la grande gueule devant ses amis lorsqu'elle est revenue à la maison? Muette comme une tombe. C'est tellement difficile de se sortir des situations comme ça. Et en plus, je me demande, ça fait combien de temps qu'ils sont mariés là? C'est tellement récent. Et si Virginie voulait partir, ce serait maintenant ou jamais parce qu'elle a déjà réalisé qu'elle s'est trompée. Elle l'a dit aux filles, hein. Donc franchement, ce serait le moment idéal de partir. T'as pas eu d'enfant avec lui. Vous venez juste de vous marier.
barre-toi ma soeur. Mais ça se passe jamais comme ça, hein, bien sûr. Hein. Elles finissent toujours par se dire non, mais en fait non, c'était ma faute, j'aurais dû rentrer tôt. Non, en fait il le refera pas, il l'a promis, il le refera pas. Hein. C'est une situation qui est extrêmement délicate. Et je me dis, mais à qui la faute en fait? Est-ce que c'est la faute de Virginie? Est-ce que c'est la faute de Abou? Est-ce que c'est la faute des parents de la famille de Virginie? Qu'est-ce que tu peux faire lorsque ta mère te demande de repartir chez ton bourreau parce que c'est toi qui as fait le choix de ce mariage? La maman, elle a eu un comportement exemplaire vis-à-vis de Abou. Mais en ce qui concerne Virginie, ce n'était pas la meilleure solution de lui demander de repartir direct le même jour chez son mari. Garde-la au moins pendant des mois pour que son mari retienne quelque chose. Qu'est-ce que Abou retiendra de toute cette situation? Il va se dire que de toute façon, si je te frappe, ta mère va te demander de revenir ici. Donc, t'as pas le choix. Il a bien sûr essayé de les acheter avec sa richesse. Et ça, c'est tellement typique. Oh là là, franchement, ce serait bien si Abou perdait cette fortune-là. Puisqu'il a l'air de n'avoir que ça. Il a l'air de penser que si t'es riche, t'es on top of the world, quoi. À ce stade de la série, là, Virginie ne peut compter que sur ses amis et sur Lucas pour la sauver. Elle ne pourra clairement pas s'en sortir toute seule, à condition qu'elle continue à raconter ce qui se passe dans son foyer. Là, je trouve que c'était quand même bien de venir en parler directement, parce que vous savez comment ça se passe hein, dans les foyers comme ça. C'est compliqué. La femme finit par se remettre en question, elle finit par perdre l'estime de soi. Virginie, c'est une femme qui a beaucoup de confidence. Elle est quand même mannequin. Elle arrivait à se défendre jusqu'ici. Mais lorsqu'on voit Abou qui lui fait la fameuse prise de la gorge, là, je déteste ça. J'avais envie de lui dire, mais lâche sa gorge, lâche ça. Non, franchement, une fin de saison très emotional. Franchement, comme toute la série. Hein. C'était une série remplie d'émotions. C'était le roller coaster des émotions là. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode final. Qu'est-ce que tu penses arrivera dans la saison 2 pour tes personnages préférés? Un grand merci bien sûr à toute l'équipe de Karma, que ce soit ceux qui sont behind the scenes et devant la caméra. Merci aussi à vous pour toutes vos théories, vos réactions, vos commentaires. Merci pour l'intérêt que vous portez au cinéma africain. Karma a mis la barre très haute. N'hésitez pas à parler de la série autour de vous. En plus, sachant que la série arrive sur A+, hein. La série sera en français, les gars. Donc, partagez ça massivement, ok? Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette revue jusqu'au bout. En attendant, je te retrouve très bientôt dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye. Aïe. Oh. Les gens, hein? Oh my god.